Bonjour. Beaucoup trop enjouée. Elle est beaucoup trop motivée. Bonjour. On s'est dit qu'on n'avait pas trop le temps de faire un épisode normal là cet été, mais qu'on voulait quand même vous faire des petits épisodes bonus. Donc c'est parti. On se propose de prendre une des idées reçues qu'on avait eues sur le post qu'on vous avait proposé sur les réseaux là il n'y a pas si longtemps. Et on va essayer de la décortiquer en un quart d'heure. Bon, il faut s'attendre à ce que le podcast fasse 25 minutes, mais je pense qu'on peut réussir à rester à 25 minutes. Pour nous resituer, si jamais vous débarquez, et parce que clairement, on a décidé de ne plus mettre l'introduction, qui faisait chic, mais bon, faut croire qu'on n'est pas si chic. Moi, c'est Clio Marchal, comportementaliste équin. Sur les réseaux, mon association, c'est sous le nom de Bouillon de Poney. Et je discute aujourd'hui avec mes deux collègues. Coraline, salut. Salut Clio, moi c'est Coraline, je suis aussi comportementaliste et entraîneuse R+, et sur les réseaux vous pouvez me trouver sous une leçon d'ancrage. Et avec Lucie. Salut Lucie. Salut Clio. Moi c'est Lucie du coup, comportementaliste équin et entraîneuse en R+, également. Et sur les réseaux vous pouvez me retrouver sous Équide Harmonie. Et aujourd'hui on s'est dit qu'on s'attaquait à ce petit sujet un peu d'actualité, mais qui est de toute façon toujours un sujet finalement. J'ai l'impression moi j'ai l'impression d'avoir tourné autour depuis toujours. Depuis que je m'intéresse au R+, en fait, pour être honnête. Donc cette idée qui est que si on fait que du R+, avec notre cheval, le jour où il ressent de la pression, il paniquera. Sous-entendu, il faut lui apprendre à céder à la pression. Sous-entendu, il faut faire du R-. Sous-entendu, le R+, ne suffit pas. Vous avez 15 minutes. Qu'est-ce qui se lance ? Moi je trouve que c'est un sujet intéressant. Je trouve que la façon dont le problème est posé est intéressante parce que on en fait quelque chose de noir et blanc. Et c'est pas forcément que j'ai une opinion qui va nécessairement dans la nuance, mais je pense qu'en fait il y a d'autres solutions. Pour moi, un des intérêts de développer le travail en renforcement positif, c'est qu'on développe des capacités hyper larges. Enfin, ça dépend comment on le pratique, mais dans le R+, que nous trois on pratique, on va viser des capacités de résolution de problèmes de la part du cheval. On va lui apprendre selon les stimulus dans son environnement, selon l'environnement d'entraînement qu'on propose pour lui. On va lui demander de trouver des solutions qui sont pertinentes dans la situation. Et quand on dit il faut faire du R- ou il faut apprendre à céder à la pression parce que sinon le cheval va paniquer, ça suppose que la seule réaction possible face à une pression, c'est d'aller dans le sens de cette pression et donc de céder entre guillemets vers l'avant ou dans le sens d'où vient la pression. Et je pense qu'il y a beaucoup de situations où un cheval pourrait proposer des réponses qui vont pas être cédées à cette pression-là, mais faire un truc qui va néanmoins être pertinent dans la situation. Pour donner un exemple, pour clarifier un peu ce que je suis en train de raconter, il y a quelques semaines, mon cheval était à l'attache. J'attache pas forcément hyper souvent, mais voilà, dans la pension dans laquelle il est, il y a des moments où je peux pas juste le laisser en liberté. Et j'attache long, comme ça il peut bouger et être à l'aise. Et en se grattant le grasset, il a réussi à se coincer le postérieur en dessous, par-dessus sa longe, et en redressant la tête, il a tendu la longe et il s'est retrouvé le postérieur bloqué en l'air. Et là, du coup, il avait de la pression sous son postérieur et derrière la tête. Donc, qu'est-ce qu'il avait comme option pour céder à la pression ? Continuer à se plier plus ou garder un postérieur en l'air. Ce qui, en soi, selon moi, aurait été deux options un peu débiles parce que là, j'étais juste à côté de lui, donc j'ai pu réagir tout de suite. Mais j'allais pas lui demander de rester le postérieur en l'air en attendant que j'arrive. Si j'étais même parti 1 minute ou 2 minutes pour prendre un truc dans mon casier, c'est pas forcément hyper pratique comme position dans laquelle il pouvait rester. Mais le temps que je vienne l'aider, je l'ai vu réfléchir de « ok, je suis bloqué comme ça » et il a commencé hyper précautionneusement à bouger chacun de ses pieds et à essayer de trouver dans quelle position il pouvait se mettre pour retrouver son équilibre et sortir de ça. Et donc il a pas tiré, il a pas cédé, mais il a fait quelque chose de différent qui était pertinent et il a fini par se libérer tout seul avant même que j'arrive. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ma Coraline, là-dessus, c'est que une des choses qu'on oublie parfois quand on réduit le R+, juste à l'apprentissage en tant que tel, c'est qu'on va pas juste apprendre des tours entre guillemets à notre cheval.
on va venir développer la capacité de réflexion aussi. C'est quand même ce qu'on recherche en grande partie, à ce que notre cheval puisse réfléchir et chercher des solutions. Et ça, c'est ce que tu retrouves là. Et mine de rien, je trouve que c'est assez important de ne pas réduire des cadrans à juste des tours qu'on peut apprendre d'une manière ou d'une autre. Carrément, moi j'ai l'impression que parfois on en fait un peu des caisses avec le réflexe d'opposition du cheval. Un peu sous prétexte que comme il a ce réflexe d'opposition, il faut forcément lui apprendre à céder à la pression. Ce que je peux entendre, parce qu'effectivement on a tous été confrontés à ce réflexe d'opposition un jour, et c'est assez impressionnant quand tu mets un peu de pression d'avoir une grosse pression qui vient contre. Mais je trouve que des fois on en fait un peu trop. Des fois le cheval en fait il va pas taper contre, quoi. Il va juste se dire ah oui, ok, d'accord. Enfin, Je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que ce que beaucoup de gens ignorent ou oublient dans ce principe-là, c'est que plus tu mets un cheval dans une situation où une réponse va pouvoir être générée, plus il y a un risque qu'il génère cette réponse. Donc pour moi, le problème autour de la volonté de vouloir déconstruire ce réflexe d'opposition en apprenant le cheval à céder à la pression, c'est qu'on joue quand même toujours sur une ligne où si tu mets trop de pression, si tu gères mal la situation, si tu as mal estimé l'état émotionnel du cheval, tu risques de redéclencher ce réflexe d'opposition. Et plus tu le déclenches, plus tu apprends au cheval à être en opposition et à continuer à tirer. Et donc on rentre dans une escalade de force, de la même manière que si tu fais une désensibilisation ou... j'utilise le mot avec un peu le label commun des réseaux sociaux, mais si tu joues sur la ligne de je vais pas arrêter mon stimulus tant que le cheval est encore en train de bouger, tu risques à un moment de tomber dans la zone où le cheval va faire un truc trop gros et c'est toi qui vas céder parce que tu veux pas te mettre en danger dans la situation. Et donc pour moi, si on évite de mettre de la pression à un cheval, on lui évite aussi par définition d'utiliser son réflexe d'opposition et donc nécessairement on le déconstruit aussi. Pour autant qu'on fasse d'autres apprentissages, comme disait Lucie, qu'on développe d'autres choses en parallèle et d'autres façons d'avoir des solutions. Si on laisse le cheval juste dans son état brut et que tout ce qu'il connaît instinctivement, c'est le réflexe d'opposition, il n'y a que ça qui va sortir. Mais si on développe d'autres comportements, toutes ces autres façons de réfléchir et de réagir, elles vont aller compenser le réflexe d'opposition, peut-être pas entièrement jusqu'à le faire disparaître, mais en tout cas, il sera beaucoup moins fort, sans même avoir travaillé dessus. Ouais. Et puis là où je pourrais rajouter, si on reste sur le R+, il y a ce côté où, mine de rien, aussi, la tension ou la pression, on peut la travailler sans forcément aller en augmentant cette pression ou cette tension de manière forte jusqu'à ce que le cheval réagisse, comme en R-, à venir chercher à éviter ça. Je veux dire, en R+, par exemple, on peut très bien mettre une tension en restant à un seuil. Alors, je sais que ça fait toujours un peu débat. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'à partir du moment où on met une pression ou une tension, on peut considérer que c'est un aversif. Mais si mon cheval... Pas si le cheval ne sait... Attends, je t'interromps 2 secondes parce que gros Oui, sujet, c'est là-dessus que j'allais arriver justement. Mais si le cheval n'y réagit pas... Alors je t'interromps pas. Si le cheval n'y réagit pas, si mon cheval ne semble pas y avoir aucun inconfort, on n'est pas sur un aversif. Et c'est là où on peut jouer... Alors Cléo, si tu veux compléter, si ça te va pas ce que je dis, n'hésite pas. Enfin, si tu veux aller plus loin. Non, mais c'est exactement ça. Ça te convient ? Je ne dis plus rien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, il faut faire attention que une pression ou une tension n'est pas forcément un aversif. Sinon, ça veut dire que gratouiller notre cheval serait un aversif. Si on veut aller dans le fond du truc, arriver là. Parce qu'on met une grosse pression quand même sur, imaginons, la croupe ou l'encolure de mon cheval quand je le gratouille. Et pourtant, je suis assez certaine que ma jument kiffe. Mais c'est là où, en R+, on peut avoir cette pression ou cette tension si légère qu'on n'arrive pas dans l'aversif et apprendre à notre cheval à aller vers, ou au contraire, si c'est une pression, se pousser ou une tension, aller vers, pour venir savoir réagir. Ok, je sens une tension, ce qu'on veut de moi, c'est que je vienne la lâcher. Et on n'est pas obligé de monter dans l'escalade, effectivement, comme tu dis Coraline, pour donner un indice à notre cheval de ok, quand tu sens ça, moi ce que je te conseille quand même, c'est de faire ça. Tu sens, viens-y. Moi, par exemple, il y a eu un moment où elle a commencé à longe, justement. Et je lui ai dit, ok, on va reprendre ça, et on va le reprendre en R+. Donc, je mettais une tension très légère sur la longe, juste pour qu'elle la sente, mais surtout en étant sûre qu'elle n'aille pas céder. On venait travailler à la cible. On a fait ça quelques séances. Quelques jours après, je me souviens, elle avait eu peur d'un truc. Ça faisait 1 ou 2 fois qu'elle m'arrachait la longe. Là, elle a eu peur d'un truc, elle est partie. Elle a senti la longe, elle s'est arrêtée.
Elle a fait demi-tour, elle m'a regardée. Et j'avoue que sur le coup, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi tranché comme différence, alors que à aucun moment je suis montée dans ma tension quand on l'a travaillé avant. Au contraire, on travaillait de manière très légère. Tu sens quelque chose, viens vers, super. À la fin, elle sentait très légèrement, elle y allait, top. Et c'est vrai que le jour où elle a eu peur d'un truc, elle a fait wow, ah oui, attends, je reste avec toi. Alors on n'a pas travaillé que ça, bien entendu, on a travaillé beaucoup d'autres choses à côté, mais ça faisait quand même une sacrée validation que même sans lui tirer et lui mettre un licol corde ou autre, eh ben, l'indice de regarde, on peut faire autrement, ça marche quand même, mine de rien. Carrément. Carrément. Juste un mot sur cette histoire d'aversif, parce il est difficile ce terme, je trouve, et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, mais j'ai l'impression que dans les théories de l'apprentissage, en tout cas, est considéré comme aversif ce qui provoque une réaction de fuite ou d'évitement de la part du cheval. C'est quelque chose pour lequel le cheval a une motivation à fournir un effort pour s'en échapper. Juste le bémol que je tiens à souligner au cas où, c'est chez les chevaux qui sont résignés ou qui ont appris que la fuite n'est pas une option. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent être aversives et pour autant, il n'y a pas de réaction de fuite ou d'évitement. Mhm. Et puis de toute façon, ultimement, moi, le truc que je répète toujours sur ce débat-là, c'est que on a beaucoup d'indices pour essayer de le savoir, mais on n'en saura jamais rien. T'as des chevaux qui vont très peu réagir ou qui vont réagir très fort, et ça veut pas forcément dire que la situation, elle va être beaucoup plus aversive pour l'un que pour l'autre. L'intensité du comportement, c'est un indice parmi d'autres sur la perception du cheval, mais ce qui vit vraiment, ce qu'il a vraiment dans la tête, on peut pas le savoir. Et moi, un des exemples de ça qui m'a le plus marqué, c'est un jour voir une démonstration d'embarquement en vent avec un cheval qui portait un appareil de monitoring cardiaque. Et ce cheval qui marchait hyper cool, l'encolure toute horizontale, d'un pas tout fluide, et à chaque fois qu'il arrivait en ligne en face de la rampe d'embarquement, il avait son rythme cardiaque qui doublait. Mais par contre, de l'extérieur, tu ne voyais absolument rien. Et pourtant, clairement, ce cheval, on l'a jamais mis dans le vent ce jour-là, il n'a même pas mis un pied dessus, et juste le fait de marcher vers le vent, il y avait déjà une réaction de stress qui sortait. Donc pour moi, dire je suis sûr que ça c'est un aversif, il y a plein de gens, ils sont hyper tranchés sur la question, et moi je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est être le plus prudent possible et espérer qu'on prenne la bonne décision. Mais fondamentalement, ce que le cheval perçoit vraiment comme aversif et à quelle intensité, à moins qu'on ait comme les gratouilles de Jamaïque, un signe très clair que le cheval kiffe la situation, jusqu'à preuve du contraire, en fait, pour moi, on n'en sait rien. Est-ce qu'on peut pas quand même juste tomber d'accord sur le fait que quand le cheval est apaisé et qu'il va très bien, il a un seuil, un ressenti des choses aversives qui est il est plus tolérant, en fait, c'est ça que je veux dire. Et que du coup, les choses sont moins aversives. Je veux dire, si t'as une douleur chronique et que t'es hyper stressé et que t'es fatigué, ton mec te parle mal, mais t'as envie de l'envoyer bouler, quoi. Alors qu'un jour où tout va bien, il te parle de la même façon et tu dis haha t'es un peu relou et tu passes à autre chose. Et je trouve que du coup on peut tout à fait partir du principe que chez le cheval c'est pareil, surtout qu'on sait que, enfin bref, on va pas développer ça aujourd'hui, mais on peut quand même partir du principe que chez le cheval c'est pareil. Et du coup je me dis, est-ce que finalement les chevaux qui ont l'habitude d'être travaillés en R+, et qui sont du coup travaillés dans ce sens-là, ou travaillés seulement quand ils sont dans des moments où ils sont hyper dispo, hyper calmes, tout l'environnement a été réfléchi pour, on les met rarement dans une situation conflictuelle ou difficile ou face à l'échec ou quoi, ils sont très peu stimulés, déclenchés par les événements extérieurs parce qu'on a fait gaffe à ça. Je me demande s'ils sont pas du coup plus tolérants et donc que les choses sont moins aversives et que travailler la pression, comme tu disais Lucie, avec une pression toute douce dans ce cadre-là, ça a finalement pas grand-chose à voir que de travailler la pression, peut-être la même pression, mais sur un cheval déjà haut en émotion, tendu, bref, qu'il y a plein d'autres facteurs qui font qu'il serait beaucoup moins tolérant, quoi. Ouais, t'as tout l'effet conditionnement classique qui vient se mettre là-dedans, et je pense qu'on peut faire un parallèle aussi avec les gens qui vont dire le R+, de toute façon, ça va pas suffire, parce que si ton cheval est stressé, il va plus manger, donc la récompense n'aura pas de valeur. Moi, c'est quelque chose que je voyais beaucoup
avec Pastor au tout début où je faisais du R+, où en effet, mon ciblage, quand il était stressé en forêt, laisse tomber déjà, la plupart du temps, j'avais pas de réponse. Ou alors, de toute façon, je pouvais lui fourrer des bonbons en bouche et il les mâchait jamais. Et maintenant, ça fait une éternité que c'est plus arrivé. Même si on est en extérieur et qu'il y a un truc qui le stresse, tous ces comportements-là, ils ont été tellement travaillés, ils sont tellement solidifiés, t'as des associations qui sont tellement fortes autour que même quand il perd la tête parce qu'il y a des chevaux à côté dans un nouveau pré et qu'il est là, oh mon Dieu, on va me voler ma famille, et qu'il se met en mode entier en oubliant qu'il est castré, mon ciblage, je l'ai toujours impeccable, il prend toujours la récompense, il est toujours capable de répondre. Mais parce que ça a été travaillé. Bah, tu dis parce que ça a été travaillé, mais aussi parce que son niveau d'apaisement général est vachement plus bas. Ah oui, ça aussi. Donc même quand il est hyper débordé, il reste un peu disponible, alors qu'avant il était déjà tellement haut de base que quand il était débordé, il n'y avait plus personne en fait. Je pense que tu as les deux facteurs soit qui s'entraînent vers le bas, soit qui s'alimentent l'un l'autre, quoi. Oui. Ouais, moi, j'ai tendance à dire que cet argument, c'est un peu l'argument de la flemme. Le coup du le R+, ça suffit pas, il faut mettre un peu de R- ou travailler la pression. Parce que, en fait, comme tu dis, un comportement en R+, qui est suffisamment travaillé, il est suffisamment travaillé. Et c'est vrai que toute personne qui bosse en R+, a déjà eu ce cas où il commence à perdre un peu son cheval, il clique, le cheval, il revient, quoi. Et là, oui, c'est vrai, pardon, je m'étais un peu égarée. Et il sait pas forcément ce qu'on attend de lui, mais en tout cas, il sait qu'il faut venir dans le coin et se mettre en position neutre ou comportement par défaut et attendre, quoi. Enfin, et j'ai souvenir d'une collègue qui disait, elle avait perdu ses 2 chevaux au bord de la route, elle les a appelés, ils sont revenus, quoi. Ah oui, c'est vrai, le rappel. Et c'est tellement ancré que ça marche tout aussi bien. C'est juste que ça demande un travail de ouf. Ça veut dire des répétitions et des répétitions et des répétitions. Il faut que ce soit des choses qui soient aussi faciles que mettre un licol ou marcher en longe, quoi. Et juste en général, pour que ce soit aussi ancré en R+, les gens, ils ont la flemme. Moi, la première, je me permets de le dire parce que moi, la première, mais du coup, tu prends la sécurité de te dire, mon comportement, il n'est pas assez solide, il n'est pas assez ancré. S'il y a un problème, là, mon rappel, clairement, il suffira pas. Donc, je mets la longe et je vais miser sur la pression sur la longe pour rappeler mon cheval s'il y a un souci. Mais c'est pas... Enfin, faut juste accepter qu'on a la flemme, quoi. Ou que le contexte était pas bon. En fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que j'étais avec ma filleule dans le parc d'Echo et Echo, je venais de le caresser, j'ai mis mon code de fin, ça allait, et en fait après il est revenu et il n'arrivait pas à passer à autre chose, il n'arrivait pas à se détourner, il voulait des gratouilles ou il voulait un truc, et du coup il essayait de me mordiller, et je lui ai mis une petite claque sur le nez. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça, je sais que ça sert à rien. Mais je l'ai fait, et je l'ai pas fait parce que c'était la seule solution. Enfin, ce serait hyper hypocrite de ma part de dire ça. Je l'ai fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas bossé éco, parce que c'était l'été, parce qu'il y avait ma filleule qui était là et que je voulais pas prendre de risques, parce qu'il y avait des voisins qui nous regardaient et que ça me met toujours la pression, et que je me suis dit, si j'embarque ma filleule et qu'on sort du champ, pourquoi on va passer, et machin, la clôture était loin, j'avoue, il faisait hyper chaud, on était à l'ombre. Enfin, il y a 1000 facteurs qui font que, à ce moment-là, la petite claque sur le nez m'a paru la meilleure solution. Et effectivement, derrière, il s'est détourné, et pour le coup, ça a fonctionné. Mais c'est pas parce que c'était nécessaire, c'est parce que j'avais la flemme, que j'ai pas suffisamment travaillé en amont, et que j'avais pas d'autres solutions. Enfin, j'ai pas pris d'autres solutions sous le coude à ce moment-là, quoi. Ouais. Oui, puis c'est ce côté où on peut pas être parfait tout le temps, et le monde est pas parfait tout le temps, et les circonstances sont pas parfaites tout le temps. Et effectivement, de demander d'avoir travaillé en R+, tout ce qu'on peut rencontrer, eh ben, faut quelques années pour préparer notre cheval avant de sortir, quasiment. Si on veut être sûr que tout soit hyper carré, avant de se dire, je mets un pied dehors et j'ai mon rappel, ma longe est travaillée, mon cheval me dépassera pas. Si on veut avoir tout vraiment carré, ça demande un certain travail en R+. Maintenant, on a travaillé d'autres choses potentiellement à côté. C'est pas forcément, mais je veux dire, c'est toujours plus rapide de se dire, je vais le faire avec une pression. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle là-dedans. Déjà, je pense que le travail en R+, il est souvent ralenti du fait qu'on est dans des environnements pourris pour faire du R+. Ça, si tu regardes les entraîneurs R+, américains qui ont des ranchs de 20 hectares avec juste leurs chevaux et qui font que du R+,
c'est vachement facilité parce qu'ils sont dans un environnement qui est toujours contrôlé et qui est bénéfique pour ça. Alors que la plupart des environnements équestres qu'on a, peut-être pas chez les particuliers, mais en tout cas tous les centres équestres, etc., c'est des lieux qui sont dédiés à la pratique en R-, qui rien que dans le positionnement des carrières, des paddocks, les problématiques d'anxiété de séparation, etc., on a déjà des chevaux qui sont plus hauts en émotion par rapport à ce qu'il nous faudrait en R+, et donc c'est pour ça qu'on a plus de travail à faire, parce qu'il y a beaucoup plus de gestion qui doivent être faites, et je pense que cette idée aussi de c'est plus long en c'est plus long en R+ qu'en R-, pardon, je pense que ça vient aussi du fait que la plupart des gens ont une expérience du R+, qui est négligeable par rapport à l'expérience du R-. Si on regarde nous tous par rapport à notre âge, ce qu'on a fait avec les chevaux dans le temps, la plupart des gens, sauf ceux qui commencent à avoir 20 ans de R+ derrière eux, ils ont fait plus de R- que de R+, et leurs chevaux ont souvent fait plus de R- que de R+ aussi. Et ça ralentit le truc, parce qu'en fait, on est toujours en train de définir des méthodes, de réfléchir à ce qui fonctionne mieux, même d'un point de vue tradition équestre. On a, Pluvinel, c'est quoi, le XVIIe siècle ? On a 4 siècles d'expérience d'art équestre et d'éducation du cheval en R-, encore plus loin, si on remonte à Xénophon et tout le bordel, mais après, entre les deux, il y a probablement des trucs qu'on a envie d'oublier de toute façon. Mais le R+, on a 20 ans. Et si on regarde même les premiers trucs qui ont été publiés à propos du R+, à 20 ans, il y a aussi beaucoup de conneries et des choses qu'on fait déjà plus. Donc, moi, je trouve que c'est un peu un raccourci de pensée aussi, toujours dire à le R-, ça va être plus rapide. Parce qu'on est dans des contextes qui font que, mais de nouveau, c'est pas juste la méthode ou le cadre d'apprentissage qui amène ce résultat-là. Je pense que c'est tout le package dans lequel on est qui fait que c'est plus complexe. Ah bah c'est sûr que le package n'aide pas. Maintenant, si on prend un exemple tout bête, demander à ton cheval de marcher en R+, ça demande quelques anticipations pour avoir les compétences de base. En R-, faut que tu lui apprennes à éviter ton stick. C'est là où c'est parfois plus rapide le R- que le R+, parce que tu prends des raccourcis qu'en R+, tu prends pas forcément. Maintenant, effectivement, peut-être que dans 20 ans, une méthode aussi rapide pour en R+, réussir à faire... comme tu dis, on n'a pas autant de recul dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se dire, ok, je vais avoir une marche facile, entre guillemets, pour mon cheval, ça demande plus d'étapes préliminaires en R+, qu'en R-. C'est la mise en place, en fait, qui est souvent un peu plus longue en R+. Après... Ouais, là je vais m'attendre sur ce point-là, et encore, je pense que ça dépend du cheval. Quand t'as des chevaux qui sont hyper réactifs, par exemple, j'ai vu des chevaux en débourrage, entre guillemets, éthologique, où il y en a certains, et il leur a déjà fallu 6 séances pour arrêter d'essayer de sauter par-dessus les murs du manège, qui étaient par définition fermés. Et du coup, là, je suis à peu près certaine qu'avec ces chevaux-là, en R+, on aurait quand même été plus vite et que ça aurait été vachement moins violent aussi. Et oui, mais parce que pour nous, dans nos définitions, ça faisait pas partie du travail, du coup. Ça, là, t'étais, tu vois, ouais. Tel que nous, on verrait le truc. Là, t'étais sur, oui, non, mais là, il fallait juste s'organiser. Après, lui apprendre à marcher, ça a pris 2 séances. Ouais. Alors que dans le R+, on part du principe qu'à partir du moment où on voit notre cheval au fond du champ, on est en train de bosser. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je le sens avec les clients. Des fois, ils arrivent... genre, on a fait tout un travail sur la marche en main. Et là, je leur dis, c'est bon, on va laisser là-dessus, on va rentrer. Et du coup, il marche n'importe comment. Je le mets en fait, on marche toujours avec le cheval pour aller jusqu'au pré, c'est le même exercice. Il n'y a pas de changement, on ne change pas d'attitude là, les gars. Ouais. Ils sont là, oui, c'est vrai. Et en fait, en R-, on a vachement ce truc. Le travail, il commence à l'entrée de la carrière, quand le cheval est à peu près dispo, donc ça veut dire après les 12 séances où on lui a couru après pour essayer de récupérer son attention. Et du coup, effectivement, à ce niveau-là, il est déjà sensibilisé au stick. Marcher, ça devient hyper facile, quoi. Mais comme, je suis assez d'accord, je pense que c'est vraiment des problèmes de définition et de comment tout est organisé et comment on se perçoit au milieu de tout ça, quoi. J'ai tellement envie de rajouter un truc, mais on est déjà à 24 minutes et du coup, je pense que je vais le garder pour moi, juste pour faire un autre podcast de 15 minutes qui en fera 25. Ok. Le petit teasing. Moi, je conclurai juste en disant quand même que souvent, c'est même pas du R-, en fait, quand tu réagis dans la panique et que tu récupères ton cheval, il apprend rien. Enfin, je veux dire, la prochaine fois, il va pas... céder à la pression plus vite, je vois pas quel comportement est renforcé à ce moment-là. Donc en fait, moi mes chevaux ils sont pas habitués au R-, n'empêche que quand ils tirent et qu'ils sentent la longe, ils s'arrêtent, ils reviennent, mais j'ai pas l'impression que, comme je retire pas sur la longe derrière dans des situations
facile, bah du coup je peux pas constater qu'il y a des progrès, et comme je les mets pas très souvent dans des situations compliquées, je vois pas de progrès non plus. Donc en fait c'est même pas du R-, c'est juste une situation où il s'est passé un truc et j'ai tiré dessus et ils ont répondu et on s'est sorti de notre situation. Ou même dans les trucs de la vie du quotidienne, tu prends un cheval qui n'a jamais été manipulé et qui va se coincer à pied, je sais pas, dans un tronc ou un truc comme ça. Bah, t'as une proportion de chevaux qui vont paniquer et qui vont sectionner un tendon, t'as une moitié de chevaux qui vont rester là et qui vont rien faire pendant 20 minutes avant de te poser une question, et t'as le dernier tiers de chevaux qui va prendre une solution maligne parce que voilà, pour des raisons X ou Y, eux ils sont arrivés à cette idée-là. Mais ça, c'est aussi indépendant de nous, en fait. Je vois pas pourquoi il y a ce truc aussi derrière cette idée qui dit il faut qu'on apprenne aux chevaux à réagir. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on leur apprenne à réagir dans certains cas qui sont vraiment typiques d'un monde humain, mais c'est pas comme si on le faisait pas, les chevaux, ils allaient faire oh mon Dieu, l'humain m'a rien appris, je suis incapable de réagir à cette situation. Comme on disait dans le podcast des zones et des couleurs, le cheval, il va réagir de toute façon, il va trouver une solution. Peut-être pas celle que tu voulais, mais il en trouvera une. Ouais, bien sûr. Et puis, il vit du R- et du R+, au quotidien dans sa propre vie. Donc, en fait, céder à la pression, il l'apprend aussi par lui-même de temps en temps, de la même façon qu'il apprend à plus toucher le fil électrique, et qu'il apprend à pas foncer dans les arbres, ou à pas trop pousser la clôture quand elle est plus solide que lui. Enfin, je veux dire, il apprend aussi de lui-même que des fois, il y a des trucs qui vont à l'encontre de son envie et qui le retiennent dans ses mouvements, quoi. Ouais, à se pousser quand un copain le pousse. Bon, 27 minutes, on s'en sort pas trop mal, hein. Ouais, c'est une bonne conclusion en plus. Le temps de tout monter, Merci, ça fait Cléo. un peu moins. Nickel. Et bah si ça vous va, je vous propose qu'on laisse là-dessus. Très bien. Yes. J'ai l'impression d'être en fin de séance. On laisse là-dessus, c'était bien, c'est merci.